Bonjour à tous, ça y est, nous y sommes, le dernier bilan de la saison 2022 et comme le veut la tradition, on parle du champion à la toute fin. Ça tombe bien, Red Bull a remporté les 2 titres et ce pour la première fois depuis 2013. Présente en Formule 1 depuis 2005, je vous apprends rien, la marque autrichienne a gravi les échelons jusqu'au sommet et ces fameux 4 titres où ils ont tout raflé de 2010 à 2013, la F1 était leur territoire sous le règne de Vettel, mais l'air hybride a tout stoppé net, ils ont dû repartir un petit peu de loin à cause de divers soucis avec leurs motoristes, ils avaient accumulé du retard et ne pouvaient rivaliser avec Mercedes. Ils se sont donc cherchés pendant plusieurs années, Vettel est parti, ça a testé du Ricciardo en numéro 1, du Kiat, et puis Verstappen et Honda sont arrivés. Tout ce chemin, tous ces échecs, tout ça s'est concrétisé en 2021 où ils ont parfaitement lu une adaptation réglementaire et ont su revenir au niveau de Mercedes, ce qui a donné, au bout de 21 courses éreintantes, le premier titre de Max Verstappen. Si je raconte tout ça, c'est pour voir qu'en sortie de toute cette histoire, ils voulaient confirmer en 2022, prouver qu'ils étaient bien les meilleurs et du coup ils n'avaient qu'un seul objectif, les titres, avec une préférence quand même pour le pilote. On sait que le constructeur, il y a parfois un rapport compliqué, c'est moins important pour eux en général. Tout le défi pour eux, c'était d'être bon en repartant de quasiment zéro, c'est ce qu'ils avaient raté en 2014 et qu'ils avaient traîné jusqu'en 2021. Avec là quand même la différence que c'est une révolution aérodynamique, là où ils sont les meilleurs. En 2014, c'est le moteur qui les a plombés et sur des circuits comme Monaco, uniquement aérodynamique, ils avaient quand même toujours été très bons sous l'égide d'Adrian Newey, on le sait. Pour les objectifs, c'est donc assez simple, j'en rajoute quand même un dernier, c'est être sûr que le numéro 2 est le bon. Ils ont beaucoup galéré avec Albon puis Gasly, et là ils avaient trouvé Perez qui semblait être le pilote parfait. Petite pression là-dessus donc, mais bon, au global on va dire qu'on attendait de Red Bull en 2022, qu'elle prouve que 2021, en fait c'était juste la norme pour elle. Concernant Max Verstappen, les objectifs étaient très simples, gagner, voilà. On pourrait vraiment s'arrêter là tant ce garçon est déconcertant de facilité, de talent et d'aisance. Auréolé de son premier titre mondial, il allait en plus arriver avec un statut et une confiance différente, beaucoup plus grande. On avait hâte de voir si ça pouvait changer les choses. En tout cas, une chose est sûre, il se battrait pour le 2e titre, comme le lion qu'il est. Perso, j'avais hâte de voir si son approche allait changer du fait de ce qui s'est passé en 2021, peut-être qu'il serait plus libéré, il y a aussi le fait qu'il prend de l'âge et de l'expérience, donc Max Verstappen n'a pas encore atteint sa version finale. On voulait voir au final si le succès allait le rendre différent. Pour Perez, on a commencé à l'évoquer, mais sa première tâche, celle pour laquelle il est présent dans l'écurie et celle qui va assurer donc son avenir à court, moyen et long terme, c'est le fait d'assurer son rôle de numéro 2. Sans ça, il est mort. Ça veut dire aider Verstappen, servir l'équipe, faire tout ce qu'on lui demande, obéir à des ordres parfois très compliqués et très contraignants, laisser des victoires sur le côté, se ranger. Mais en plus de tout ça, fallait aussi qu'il se rapproche puisque là la voiture repart de zéro, il n'y avait pas l'excuse comme quoi Verstappen la connaît depuis longtemps et qu'elle est faite pour lui. Non, et donc au début il fallait qu'il joue plus ou moins proche. C'était attendu parce que sinon ça pouvait le mettre en difficulté du point de vue de l'équipe, des médias, des fans, etc. Et dans tout ça, parce que c'est déjà pas assez simple, il fallait pas qu'il oublie de jouer sa carte personnelle, mais seulement aux moments les plus opportuns et où il pouvait le faire. Donc il fallait être capable d'aller chercher les podiums pour agrandir son palmarès, capable aussi de prendre des pôles, des victoires quand il le pouvait, sans gêner le travail de l'écurie qui est dédié plutôt vers un seul homme et sans contester trop de choses en interne, auquel cas sa place pourrait être menacée. C'est pas une mince affaire et vous voyez que la frontière est très fine. Enfin, il y avait un fort enjeu de contrat, il arrivait à la fin du sien et à bientôt 32 ans, l'avenir n'est plus vraiment assuré. Red Bull a ramené un excellent package dès le début de la saison des Bahreïn. Ferrari en avait un meilleur, mais ils sont finalement les seuls à avoir anticipé le marsouinage et d'entrée, ils ont semblé très sereins, ils savaient que ce serait une saison longue. Leur tranquillité est quand même troublée par le double abandon du premier week-end, inquiétude au niveau de la fiabilité sans que ce ne soit vraiment un problème à ce niveau-là, puisqu'au final c'est une pièce d'alimentation externe qui a fait défaut, c'est donc quelque chose de ponctuel qu'ils ont direct réglé et non un souci structurel sur le moteur.
Ça fait quand même très mal d'entrée de jeu, mais la saison est lancée des Jeddah avec la première pole en carrière de Checo, puis la victoire de Max. Le Mexicain s'est fait avoir par une safety car, le Néerlandais lui a eu raison de Leclerc après une bataille. Pour autant, à Melbourne, on assiste à une rechute, Leclerc et Ferrari surdominent et surtout Verstappen abandonne encore. Le retard au classement est déjà conséquent, ça ne va pas fort, même Mercedes est devant, mais finalement, alors que personne ne s'y attend, et qu'ils n'ont pas pris davantage de performance, ils vont enchaîner 6 victoires consécutives. Verstappen écrase tout à Imola, intouchable sur les 3 jours, il repasse Leclerc lors du sprint et s'impose, c'est même un doublé car Perez suit et sa solidité a fait craquer le monégasque. À Miami, l'aisance est moins nette, mais la gestion des gommes et les vitesses de pointe feront la différence. À Barcelone, c'est l'abandon mécanique de Leclerc qui offre la victoire, alors que le début de course avait été mouvementé, disons, que Russell était embêtant, que le DRS ne voulait pas fonctionner et qu'il a fallu passer par une consigne d'équipe, mais Max a fini par dérouler. Suite de la série à Monaco où c'est Perez qui s'impose cette fois, le Mexicain était mieux qualifié que son coéquipier, non sans un crash qui fera polémique 6 mois plus tard, on y reviendra, et il a profité des erreurs stratégiques de Ferrari. Une victoire qui scelle d'ailleurs son renouvellement de contrat et permet à Red Bull de faire une excellente opération, confirmée par le doublé de Bakou ensuite, course où les 2 voitures rouges ont abandonné. Max gagne encore au Canada avec un tour monstrueux en qualif et une résistance sur Sainz pendant que Leclerc partait de loin. Perez par contre lui s'est mis dans le mur en qualif et a vu sa mécanique le lâcher en course. Mais bon, avec tout ça au classement, c'est déjà beaucoup mieux et il y a en fait plus photo. Sans être totalement dominateurs, ils ont tout écrasé, le switch est total, l'avance déjà confortable, ça fait très mal pour la concurrence. Fin de série tout de même à Silverstone où Verstappen n'a pas pu signer la pole à cause d'un drapeau jaune et était quand même en tête avant de recevoir les débris de l'accrochage entre les AlphaTauri. Il doit se batailler en fond de peloton et sauver quelques points en fin de course en se battant face à Mick Schumacher. Perez lui a dû repasser au stand avec un aileron endommagé mais finit deuxième avec la safety car. Après ça on a un peu tendance à l'oublier mais Red Bull va avoir une petite période de moins bien puisqu'il ne joue pas du tout la victoire en Autriche où Ferrari est bien plus fort. Leclerc passe 3 fois Verstappen, il aurait même dû avoir un doublé rouge ce jour-là. Bon, il y a de l'avance, mais ça peut s'effriter au classement. Le doute sera quand même de courte durée puisque rapidement ils vont mettre le couvercle sur la marmite. En France, c'est Leclerc qui leur offre durable en s'éliminant tout seul de la course et en offrant donc par le même biais la victoire à un Verstappen qui ne se fait pas prier et triomphe également en Hongrie malgré un départ de la 10e place et un spin. Il gagne ensuite de la 14e position à Spa avec une aisance totale à la maison à Zandvoort, puis de la P7 à Monza sur les terres de Ferrari. L'indécent néerlandais a fait un trou qui sera finalement irréversible dans cette saison 2022, combiné à l'avance qu'il avait déjà avant. Et ce n'est pas le week-end chaotique de Singapour où une panne d'essence en qualif a bien failli apparaître et il l'a obligé à partir 8e, ce qui a compromis sa course, qui va changer quoi que ce soit. Il sera officiellement champion la semaine suivante à Suzuka où il domine encore d'une main de maître dans des conditions dantesques. Perez lui va galérer un petit peu plus sur la deuxième partie de saison, on va y venir, mais il est là pour faire le doublé à Spa. Il s'impose à Singapour et c'est lui entre guillemets qui provoque l'erreur de Leclerc, qui donne entre guillemets aussi le titre à Verstappen à Suzuka. Tout ça mène doucement à un titre constructeur qui tombe du côté d'Austin. Verstappen bat ce jour-là le record de victoire sur une saison, et ce après une très belle remontée à cause d'un arrêt foiré, le tout en l'honneur de Dietrich Mateschitz, récemment décédé. Nouveau succès à Mexico, où Mercedes s'était proche, mais pas assez. Cependant, le week-end d'Interlagos restera peut-être comme l'un des moins bons de la saison. Les flèches d'argent semblaient avoir plus de rythme, Verstappen s'est accroché avec Hamilton, et aucune Red Bull n'était dans le top 5. Ils ont même abandonné un doublé à leur concurrent de 2021. Ce jour-là, c'est également le jour où Verstappen s'est pris la tête avec son coéquipier pour une histoire de relaisser la 6e place et offrir 2 points au classement pilote. Ça fait ressurgir de vieux démons et peut laisser penser que peut-être à l'avenir, leur relation va évoluer et pas forcément dans le bon sens. Mais bon, cette saison, la 2022, elle se termine comme il se doit avec une 17e succès de l'année, un 15e pour Verstappen du côté d'Abu Dhabi. Cependant, Perez, lui, n'a pas réussi à accrocher la 2e place du classement pilote.
Bon, pour le bilan, on va aller très vite. Le travail effectué par toutes les personnes bossant de près ou de loin avec l'entité Red Bull est juste monstrueux. D'Adrian Newey à Max Verstappen, en passant par Christian Horner, les mécanos, Sergio Perez, l'équipe de com et même toute l'équipe de la restauration, ces gens-là sont juste des monstres. Ce sont eux actuellement les meilleurs en Formule 1, sans trop de débat possible. Ils ont réussi au mieux cette transition 2022 de potentiellement tous les dangers, et avec ça, ils s'ouvrent une fenêtre sur une ère de domination. Voilà, il n'y a pas à dire, bravo, c'est le meilleur job de l'année, écurie numéro 1 dans les notes. Voilà, on a tous vu la même saison et la même RB18. La base de cette voiture était ultra saine et le développement effectué par-dessus est juste fantastique, presque hallucinant. Ils n'étaient pas les meilleurs au début, il faut le rappeler, ils étaient simplement à la lutte au milieu et puis ils ont été intouchables depuis Spa. Et c'est ça qui est dingue, l'écart de points et l'impression de facilité ne correspondent pas totalement à une saison où la domination n'aura été réelle que sur la moitié de l'exercice, et encore. Faut rappeler que jusqu'à la Hongrie, il y a match avec Ferrari, et on n'est pas sûr que la RB18 soit meilleure que la F1 c'est surtout la Scuderia qui s'est exclue toute seule du jeu. Pendant ce temps, Red Bull a été parfaite, meilleure, il n'y a pas photo, mais dans un monde normal, il ne doit jamais y avoir un tel écart à la mi-saison, et derrière, par contre, ce qu'ils ont fait depuis Spa, je ne me l'explique pas encore tout à fait. Il n'y a rien à dire quand on atteint ce niveau-là. Le seul petit point noir, c'est le cas Perez qui est devenu compliqué sur la fin de saison. Attention à quand même donner de l'attention au numéro 2 qui est très utile au numéro 1 dans bien des situations. Ils ont suffisamment galéré à ce poste pendant un moment pour savoir à quel point Checo le rapporte et à quel point ils ont besoin de lui. Et donc à quel point il devrait parfois lui renvoyer l'ascenseur et le considérer. Mais quand on en arrive à gratter ça pour trouver le seul point d'inquiétude, c'est que la saison a été très bonne. Reste quand même que ça peut apporter des feux internes qu'ils voudront s'éviter en 2023. Concernant Verstappen, je mets au défi quiconque justement de trouver le moindre petit point négatif ou inquiétant. Il n'y a rien à dire, le mec a gagné 15 fois, personne n'a jamais fait ça. Il a gagné de la P7, de la P10 et de la P14. Il donne une impression de facilité qui est absolument déconcertante. Voilà, oui il y a la voiture, mais franchement, actuellement en Formule 1, on assiste à l'ère Verstappen. Est-ce que c'est le début, bientôt la fin? Est-ce qu'au final ça restera une ère avec l'épreuve du temps? On ne sait pas. Mais dans le présent, ouais, c'est clairement le début d'une ère. Je crois que c'est en s'attardant sur les raisons pour lesquelles il a laissé de côté 7 victoires qu'on comprend à quel point il a été fort. Sur les 7 défaites de Max Verstappen en 22 courses, déjà il y a 2 abandons, même si à Bahreïn et à Melbourne, il aurait terminé 2e et pas 1er. Il y a une voiture endommagée à Silverstone, il y a une voiture moins forte du côté de l'Autriche, et il y a un souci d'essence dans la qualif à Singapour qui l'empêche clairement d'avoir ses chances le dimanche. En vrai, les 2 seules choses où on peut lui en vouloir, c'est Monaco où il a été moins fort que Perez, et le Brésil où il n'a pas été transcendant, c'est peut-être un peu écroulé dans le sprint, et il y a cet accrochage avec Verstappen qui gâche un peu tout et où il n'est pas tout blanc. Et voilà, quand on en arrive à ça sur 22 courses, seulement 2 fois où on peut dire qu'il n'a pas été exceptionnel, bon voilà, les notes parlent d'elles-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Max Verstappen parle de lui-même, il est désormais double champion du monde et ce sera bien dur de l'empêcher de devenir triple en 2023. Équation logiquement bien différente du côté de Perez qui a été excellent, qui a excellemment bien réussi sa première partie de saison. La pole du côté de Jeddah, il bat aussi Verstappen en qualif à Bakou, il gagne du côté de Monaco, il permet le doublé à Imola, à Bakou, à Barcelone, toujours excellent, toujours présent, aucune erreur, c'était du très grand Perez. Mais il s'est écroulé progressivement, on va dire, à partir du Canada et à partir des étapes de développement de la RB18. C'est pas illogique, mais c'était visible et parfois un peu trop. Il reste toujours très dur à juger parce qu'il a un rôle vraiment unique de par ce siège sur la grille et parce que son coéquipier est peut-être le meilleur actuel, mais souvent l'écart s'est approché de la limite acceptable, j'ai trouvé, et il a eu plus de mal à faire la différence. La deuxième partie de saison est nécessairement moins bonne. Mais bon, sur le papier, et c'est ça le plus important, le job il est plus que rempli. Il a tenu son rang malgré une voiture qui au fur et à mesure de la saison était de moins en moins performante pour lui. Il gagne les 2 seules fois où son leader n'a pas pu être là. Voilà, bravo, c'est tout.
Maintenant, tout l'enjeu, c'est de se demander combien de retard va-t-il accumuler. En fin de saison, ça commence à être de plus en plus difficile. Et aussi, la question, c'est combien de temps va-t-il accepter des ordres, va-t-il accepter cette position bizarre? Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas recraquer, comme lui, il a craqué visiblement à Monaco, et comme Max, lui, a craqué au Brésil? Voilà, ça, c'est le point difficile pour Pérez, qui peut se rassurer en se disant qu'il a un contrat jusqu'en 2024, même si ça vaut ce que ça vaut, et que, voilà, il n'y a pas grand monde derrière non plus. Donc Checo, 2023, il faut qu'il se concentre sur lui et sur son rôle. En 2023, justement, Red Bull entendra poursuivre son règne, offrir un 3e titre à Max Verstappen et rentrer encore un peu plus dans les livres d'histoire. Mais il faudra se méfier de l'excès de confiance potentielle de ces voitures nouvelle génération au potentiel de développement encore inconnu et incertain, d'une Scuderia Ferrari revancharde et de flèches d'argent qui ont bien l'intention de revenir dans le jeu. Ce ne sera donc pas une mince affaire, mais ça ne l'est jamais quand on prétend être le boss de la Formule 1, comme l'est actuellement Red Bull. On verra, n'oublions pas non plus qu'ils feront tout ça avec 10% de développement en soufflerie en moins par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir. On verra si ça va compter. Sur ce, je vous remercie, c'est la fin des 10 bilans de la saison 2022. Merci de votre écoute. Likez, allez revoir les anciens, mettez des likes partout, abonnez-vous, parlez-en à vos potes, revoyez la série pendant l'hiver, abonnez-vous, je sais pas si je l'ai déjà dit, soutenez la chaîne. Encore merci à vous pour cet immense soutien, surtout ce mois de décembre, qui n'est pas totalement terminé, car je vous réserve une vidéo bilan global sur 2022. Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Je pense la sortir le 31, avant la bûche. Non, la bûche c'est à Noël. Avant la soirée du Nouvel An. Voilà, vous pourrez vous faire ça entre potes. Il est temps que ça se termine. Allez, sur ce, à bientôt. On se quitte avec Enzo Ferrari qui vous embrasse, vous remercie pour cette année de fou et espère que 2023 sera mieux sur et en dehors de la piste. Merci.